Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 1994 et l'émission que vous allez entendre, que vous êtes en train d'entendre, est donc préenregistrée. Si Dieu nous prête vie, elle sera diffusée au mois de mai, car le 27 mai 1994 sera le 100e anniversaire d'un des plus grands écrivains français de ce siècle, Louis-Ferdinand Céline, auquel très modestement, car le mot est un peu chargé de prétention, nous allons essayer de rendre hommage. En tout cas, avec Nicole Debry, qui est en face de moi, nous allons tenter d'évoquer certains aspects décisifs de son œuvre. Ce n'est pas la première fois que je cherche à évoquer sur les ondes de Radio Courtoisie l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Le 31 octobre 1990, nous l'avions fait en compagnie de Serge Perrault, Pierre Monnier, Georges Riquet, Éric Mazet et Nicole Debry, qui est à nouveau en face de moi pour parler de cet immense sujet auquel 1h30 saurait constituer une réponse, un temps suffisant pour l'évoquer. Autrement dit, nous allons mettre de côté un certain nombre de choses qui sont précisément ce que retiennent des gens que je qualifierais volontiers de sots, mais les sots sont nombreux à notre époque, et qui font que malgré l'immensité de cette œuvre, on accordera très peu de place au centenaire de cet écrivain. En janvier 1950, le journal Le Libertaire publiait une enquête et demandait à un certain nombre d'écrivains que pensez-vous du procès Céline. Et je me contenterai de commencer par la lettre A, c'est-à-dire par Marcel Aimé, qui formulait le jugement suivant. Ses ennemis auront beau mettre en jeu contre lui toutes les ressources d'une haine ingénieuse. Louis-Ferdinand Céline n'en est pas moins le plus grand écrivain français actuel et peut-être le plus grand lyrique que nous ayons jamais eu. Le fait est que la jeune littérature procède de lui sans oser s'en réclamer. La 4e République ne s'honore pas en tenant en exil un homme de cette envergure. Elle ne se montre pas non plus très habile, car un Céline exilé pourrait un jour écrire des châtiments que tous les Français liraient avec plaisir. Voilà, il y a d'autres jugements du même ordre, mais ce que nous avons décidé de faire, Nicole Debry, c'est d'évoquer 3 aspects essentiels. Le premier aspect, c'est celui du poète révolutionnaire, de celui qui change l'écriture française au XXe siècle. Le deuxième aspect, ça sera celui de l'homme libre, de celui qui en effet n'a pas eu pour Joseph Staline la sympathie au moment où il le fallait et pendant le temps qu'il était convenable de l'avoir, à un moment où il était de bon ton, semble-t-il, de l'avoir. Et l'homme qui n'a adhéré à aucun parti, à aucune chapelle, à aucune coterie. La troisième dimension que nous essayerons d'explorer ensemble, c'est celle du grand visionnaire du XXe siècle. Je crois, Nicole Debry, que le premier point, qui est très exactement ce que dit Marcel Aimé, c'est-à-dire le plus grand lyrique, vous paraît particulièrement important. Oui, effectivement, j'estime qu'il faut considérer Céline comme fondamentalement le plus grand poète lyrique de notre époque et de notre siècle. Et c'est un lyrisme qui, d'ailleurs, se retrouve dans toutes ses œuvres.
C'est pourquoi on ne peut pas isoler une des dimensions que nous allons étudier, le poète, l'homme libre, le visionnaire. Elles sont toutes ces œuvres sont rédigées dans le registre du lyrisme, et Céline ne cessera de se plaindre des Français, de leur haine de tout lyrisme. Il le fait dès le début, il le fait sans arrêt, il ne cesse de le faire. À propos de lyrisme, je voulais dire qu'un malentendu règne à propos de ce que l'on appelle le langage parlé, qui est une expression qui a été lancée par des journalistes, Delteil, par exemple, Charles Chassé, qui ont baptisé le langage de Céline, et ce qui va faire naître un malentendu, comme si Céline avait voulu faire descendre le langage dans le ruisseau. C'est-à-dire le sentiment qu'ont beaucoup de gens, n'ayant qu'une connaissance approximative de Céline, ou ayant lu des passages dans l'endroit le plus inapproprié pour découvrir un écrivain qui est l'école secondaire, et qui ont vu le vulgarisme de Céline, qui voit en lui le destructeur, alors qu'il est un grand constructeur. Oui, et donc lyrique, ça vient de lire, c'est-à-dire plutôt que c'est une poésie destinée à être chantée. Mais il s'agit du chant profond, du chant intérieur, ce que les Espagnols appellent d'une expression, je ne sais plus laquelle, mais le chant profond. Le chant profond. En français, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Radio Courtoisie. Mais à ce propos, je disais que Céline, en fait, avait une visée de poète qui rejoint celle de Baudelaire, par exemple, qui écrit dans sa dédicace du Spleen de Paris: quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, au soubresaut de la conscience. Eh bien, il me paraît que c'est ce qu'a fait Céline, qui revient toujours là-dessus en parlant de sa grande rivale, qui est la musique. Cette musique, nous la trouvons dans tous les textes, depuis Semmelweis, 1924, sa thèse de médecine, l'Église, 1927, Voyage, 1932, Hommage à Zola, 1933, Mort à crédit, 1936, Mea culpa, 1936, Bagatelle pour un massacre, 1937, L'école des cadavres, 1938, Les beaux draps, 1941, Guignols Band, 1944, Casse-pipe, féerie pour une autre fois, 1952, Entretien avec le professeur Y, 1954, Féerie 2, D'un château l'autre, 1957, Nord, 1960, Rigaudon, 1961, qui est son dernier livre. Alors, ce que vous égrenez de là, c'est-à-dire la bibliographie de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, a une dimension dans votre pensée, je le sais parce que nous en avons parlé avant, oui. C'est qu'il s'agit de bien faire comprendre, contrairement à tous les commentateurs professionnels actuels, absolument, qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les diverses parties de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. On peut dire que tel livre nous plaira plus, on peut dire que son chef-d'œuvre, c'est Le Voyage au bout de la nuit. Oui, mais il va parler de ce qu'on appelle ces pamphlets comme de poèmes. Il dit lui-même, il s'agit de poèmes. À ce moment-là, ils prennent une dimension tout à fait différente, une dimension qui n'a pas échappé d'ailleurs aux lecteurs sagaces. Simplement, ces poèmes n'ont pas toujours été reçus comme tels, et la dimension visionnaire qui existe dès le début de son œuvre ne doit pas être dissimulée. Il faut faire très attention quand on parle de poète lyrique.
de musicien et comprendre bien que dans cette mesure, Céline a l'impersonnalité du grand poète lyrique. C'est-à-dire qu'il se donne à ce qu'il chante, mais on ne peut pas prétendre tirer des enseignements sur lui-même. C'est véritablement un médium. Et il écrit quelque part, c'est dans Féerie, « J'aime à toucher l'endroit exquis, c'est médical ». L'endroit exquis, c'est-à-dire l'endroit qui est hypersensible et qui va faire réagir le lecteur. C'est la raison pour laquelle les gens qui lisent Céline habitent son texte comme on habite une musique et ils projettent tout leur délire, leurs conneries, leurs obsessions, et c'est la raison pour laquelle on trouve des choses inénarrables dans les commentaires de son œuvre. Si on explorait un peu cette œuvre en évoquant par exemple un passage de Voyage au bout de la nuit que vous m'aviez suggéré. Peu connu. Peu connu. J'entrais dans un cinéma pour passer le temps. À la sortie du cinéma, je montais dans un tramway par-ci par-là et j'excursionnais dans la nuit. Après 2 heures sonnées, montaient les voyageurs timides d'une espèce qu'on ne rencontre guère, avant ou après cette heure-là, si pâles toujours et somnolents, par paquets de cils jusqu'au faubourg. Après eux, on allait loin, bien plus loin encore que les usines, vers les lotissements imprécis, les ruelles aux maisons indistinctes. Sur le pavé gluant des petites pluies d'aurore, le jour venait reluire en bleu. Mes compagnons de tram disparaissaient en même temps que leurs ombres. Ils fermaient leurs yeux sur le jour. Pour les faire parler, ces ombreux, on avait du mal. Trop de fatigue. Ils ne se plaignaient pas, non. C'est eux qui nettoyaient pendant la nuit les boutiques et encore des boutiques et les bureaux de toute la ville après la fermeture. Ils semblaient moins inquiets que nous autres, gens de la journée. Peut-être parce qu'ils étaient parvenus, eux, tout en bas des gens et des choses. Une de ces nuits-là, comme j'avais pris un autre tramway encore, et que c'était le terminus et qu'on descendait prudemment, il m'a semblé qu'on m'appelait par mon nom. « Ferdinand, hé, Ferdinand !» Ça faisait comme un scandale, forcément, dans cette pénombre. J'aimais pas ça. Au-dessus des toits, le ciel revenait déjà, par petits paquets bien froids, découpés par les gouttières. Sûr qu'on m'appelait. En me retournant, je l'ai reconnu tout de suite, Léon. En chuchotant, il m'a retrouvé et on s'est alors expliqué tous les deux. Lui aussi, il revenait de nettoyer un bureau avec les autres. C'est tout ce qu'il avait trouvé comme combine. Il marchait bien pondérément, avec un peu de véritable majesté, comme s'il venait d'accomplir ces choses dangereuses et pour ainsi dire sacrées dans la ville. C'est le genre qu'ils prenaient d'ailleurs tous, ces nettoyeurs de nuit, je l'avais déjà remarqué. Dans la fatigue et la solitude, le divin, ça sort des hommes. Il en avait plein les yeux, lui aussi, quand il les ouvrait bien plus grands que les yeux d'habitude, dans la pénombre bleuie où nous étions. Il avait déjà nettoyé, lui aussi, des étendues de lavabo à ne plus finir et fait reluire des vraies montagnes d'étages et des étages de silence. Les étages de silence. Et Céline célèbre finalement une variété de travailleurs qui n'avaient pas eu encore le droit de figurer dans la littérature, n'est-ce pas ? C'est en ça d'ailleurs que le poète révolutionnaire est déjà le visionnaire d'une société qui nous est aujourd'hui familière. Qui nous est familière, mais à l'époque où il écrit, on ne se rend pas compte que ça va être le monde de demain. Et il appelle ces travailleurs une espèce de légion étrangère de la nuit. Voilà, pas de commentaire. Pas de commentaire. Oui. Paraphraser Céline, d'abord c'est pas possible, et c'est un appauvrissement épouvantable. Je voudrais dire quand même que il y a un autre poète qui peut être comparé à Céline, qui s'appelle Armand Robin, et qui a le même lyrisme impersonnel, au point qu'il va écrire « Ma vie sans moi ». Et je crois que pour lire les textes de Céline, il faudrait toujours comprendre « Ma vie sans moi »,
et ne pas chercher à décrypter ce qu'il écrit pour le connaître lui. Enfin, en cela, ils sont dans la grande tradition, parce que qu'est-ce que c'est qu'Homère? C'est pas Homère ne nous dit rien sur Homère. Non. Simplement, la tradition française, et déjà en étant le lyrique et le visionnaire qu'il se révèle, la tradition française ne fait pas une assez grande place au lyrisme. Et donc, on va retrouver ça tout au long de son œuvre, et maintenant, on va le retrouver dans un texte qui se situe bien plus tard, puisque c'est les Beaux Draps. Et ce texte, c'est vous qui allez le lire, Nicole? Oui. Une fois le cœur consacré au don de soi-même, la vie ne peut plus grand-chose sur votre belle heureuse humeur. C'est un genre de lampe d'Aladin qui trouve toujours de nouvelles joies en lieux les plus sombres. Ça s'arrange toujours plus ou moins. On ne foudroie pas un artiste. C'est lui qui juge l'univers, qui se fait marrer à sa guise, tantôt en bien, tantôt en mal, comme ci, comme ça, à petites astuces, au petit bonheur. On ne peut plus grand-chose contre lui, ni les éléments, ni les hommes. Il est passé fétiche pour tous, petit gris-gris des familles. Si on réfléchit, c'est pas mal, rien qu'avec du souffle. Ce texte qui est très poétique et qui exprime bien le don de soi-même et le fait qu'il donnait sa viande pour servir de médium à ce qu'il ressentait, nous explique un petit peu les imprudences de Céline dans ses poèmes lyriques qui sont appelés pamphlets et qui ne pensait pas du tout à l'importance finalement politique qu'on allait lui accorder, ni à l'utilisation qu'on allait en faire. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir de ne pas avoir senti cette interprétation fausse. Mais par exemple, on va retirer un autre texte qui lui est dans Bagatelle pour un massacre, oui, qui est un texte extraordinaire. C'est la description de Leningrad, qui ne s'appelle pas encore à nouveau Saint-Pétersbourg, et qui, je crois, montre bien ce truc que nous essayons de faire comprendre à ceux qui cherchent à le commenter, en bien comme en mal. Si on n'aime pas Céline, on ne l'aime pas dès le voyage au bout de la nuit, d'ailleurs André Breton l'a bien dit, et si on l'aime jusqu'au bout, en tant que poète. Il faut d'abord situer les choses, que je vous raconte un petit peu comment c'est superbe Leningrad. C'est pas eux qui l'ont construit, les guépouistes à Staline. Ils peuvent même pas l'entretenir. C'est au-dessus des forces communistes. Toutes les rues sont effondrées, toutes les façades tombent en miettes. C'est malheureux dans son genre. C'est la plus belle ville du monde, dans le genre Vienne, Stockholm, Amsterdam. Entendez-moi. Comment justement exprimer toute la beauté de l'endroit ? Imaginez un petit peu les Champs-Élysées, mais alors 4 fois plus large, inondée d'eau pâle, la Neva. Elle s'étend encore, toujours là-bas, vers le large livide, le ciel, la mer, encore plus loin, l'estuaire tout au bout, à l'infini, la mer qui monte vers nous, vers la ville. Elle tient toute la ville dans sa main, la mer, diaphane, fantastique, tendue, à bout de bras, tout le long des rives, toute la ville, un bras de force, des palais, encore d'autres palais, rectangles durs, à coupole, marbre, énormes bijoux durs, au bord de l'eau blême. À gauche, un petit canal tout noir qui se jette là, contre le colosse de l'amirauté doré sur toutes les tranches, chargé d'une renommée miroitante tout en or. Quelle trompette en plein mur! Que voici de majesté, quel fantasque géant, quel théâtre pour cyclopes, sans décors échelonnés,
tous plus grandioses, vers la mer. Mais il se glisse, piaule, pirouette, une brise traître, une brise de coulisses, glisse, sournoise, si triste le long du quai, une brise d'hiver en plein été. L'eau frise au rebord, se trouble, frissonne contre les pierres. En retrait, défendant le parc, la longue, haute grille délicate, l'infinie dentelle forgée, l'enclos des hauts arbres, les marronniers altiers, formidables monstres bouffis de ramures, nuages de rêves repris à terre, s'effeuillant rouillent déjà, seconde triste, trop légère au vent, que les bouffées malmènes fripent, jonchent au courant. Plus loin, d'autres passerelles frêles, assoupirent, entre les crevasses de l'énorme palais Catherine, puis implacable, au ras de l'eau, d'une seule portée terrible, le garrot de la Neva, son bracelet de fonte énorme, ce pont tendu sur le bras pâle entre ces deux charnières maudites, le palais d'Alexandre, le fou rose lépreux catafalque, tout perclus de baroque, et la prison Pierre et Paul, citadelle accroupie, écrasée sur ses murailles, clouée sur son île par l'atroce basilique nécropole des tsars, massacrés tous, cocardes, tout en pierre de prison, figés, transpercés par le terrible poignard d'or, tout aigu l'église, la flèche d'une paroisse d'assassinés. Voilà. Eh bien, c'est un immense poème avec le mouvement de danse, du vent, des éléments, de l'eau, car il y avait chez Céline une fascination par la mer. J'ai rencontré Céline en 1960. Comme je ne suis pas journaliste, je n'ai pas pondu de plaquettes sur ma visite. Et d'autre part, j'étais tellement admirative que je n'osais guère l'interroger. C'est lui qui m'a interrogée. J'habitais à l'époque en Provence, et ce qui l'intéressait, c'était, il se demandait si j'allais souvent au bord de la mer. Voilà. Et c'était vraiment la mer, pour Céline, c'était l'infini, le mouvement, la couleur. Voilà. Mais ce passage qui est, répétons-le, dans Bagatelle pour un massacre, à ce passage correspondent d'autres textes que nous trouvons, par exemple un joli petit texte que nous trouvons dans l'École des cadavres, qui est malheureusement moins apprécié et tout autant poétique. Le petit texte, c'est le petit chat. Le petit chat mutin. Le petit chat mutin. Alors il faut ressortir le petit chat mutin qui est à côté des... Le petit chat mutin, lutin, tout bondissant devant la porte, s'y reconnaît bien mieux que nous dans les 10 000 secrets du monde. Nous sommes devenus les plus stupides, les plus emmerdants de tous les animaux créés. Pesanteur matérialiste, ankylose dogmatique, pontifiante à fins utilitaires, tout nous condamne. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont donc à l'écoute de la radio libre du pays réel et de la francophonie et que nous évoquons avec Nicole Debry dans une émission préenregistrée au mois de février 1994 à l'occasion de son centenaire, un Céline qu'on n'aborde pas assez parce qu'on cherche trop à le disséquer, à opposer des parties de son œuvre, le poète révolutionnaire, l'homme libre, et l'homme libre, et enfin le grand visionnaire du XXe siècle. L'homme libre. Oui, je voulais simplement, avant que nous passions à l'autre dimension de Céline, nous survolons son œuvre et nous montrons que dans chaque ouvrage, il y a un grand lyrisme. Par exemple, dans Guignol's Band, il y a des poèmes en prose qui sont des poèmes en prose. On est parti dans la vie avec les conseils des parents. Ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans les salades qui étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti comme on a pu de ces conflagrations funestes, plutôt de travioles tout crabe baveux, à reculons, pattes en moins.
On s'est bien marré quelquefois, il faut être juste. Même avec la merde. Mais toujours en proie d'inquiétude que les vacheries recommenceraient. Et toujours elles ont recommencé. Rappelons-nous, on parle souvent des illusions qu'elles perdent, la jeunesse. On l'a perdue sans illusion, la jeunesse. Encore des histoires. Comme je dis, ça s'est fait d'emblée. On était petits, cons de naissance, tout paumés de souche. On serait né fils d'un riche planteur à Cuba, à Havane par exemple. Tout se serait passé bien gentiment. Mais on est venu chez des gougnafs, dans un coin pourri sur toutes parts. Alors il faut pâtir pour la caste, et c'est l'injustice qui vous broie. La maladie de la mythe baveuse qui fait vantarder les pauvres gens après leur bévue, leur cagnerie, leur tare pustulante d'infernaux, que d'écouter c'est à vomir tellement qu'ils sont bas et tenaces. Mois après mois, c'est sa nature. Le paumé gratis, il expie sur le chevalet, prodéo, sa naissance infâme, ligoté bien étroitement avec son livret matricule, son bulletin de vote, sa face d'enflure. Tantôt c'est la guerre, c'est la paix, c'est la reguerre, le triomphe, c'est le grand désastre, ça change rien au fond les choses. Il est marron dans tous les retours, c'est lui le paillasse de l'univers. Céline est un homme libre. Vous écrivez, Nicole Debris, vous avez consacré à Louis-Ferdinand Céline 2 livres, un petit noir et un gros bleu. Le petit noir est préfacé par Marcel Aimé et évoque ce qu'on est en train de dire. Le second est un regard sur Céline au travers de la pensée analytique. D'ailleurs, on parlera de cet aspect-là quand il s'agit de Céline visionnaire. Pour Céline, dites-vous, qui a reçu une éducation chrétienne, toute idéologie est un système de pensée qui a servi l'âme. C'est ce qu'on appelle à tort son anarchisme. Céline n'est pas Boris Vian. Il n'est pas anarchiste. Simplement, il estime qu'on ne doit pas se donner à un système. On ne doit pas servir une idéologie. On ne doit pas être employé par des idéologues. Céline estimait que la vie est un don, une sorte de crédit, qu'il faut en faire quelque chose. Il faut devenir soi-même. Tout ça n'est pas totalement original. Non, c'est très classique. C'est très classique. On trouverait entre l'Évangile et Frédéric Nietzsche, on trouverait un certain nombre de conseils qui vont dans ce sens. Sa correspondance avec Élie Faure est assez intéressante à cet égard. Élie Faure avait une grande affection pour Céline, et la différence entre les deux hommes tient à ce que jusqu'à son dernier souffle, Élie Faure a voulu se mettre au service du peuple avec un grand P. Bien entendu, Louis-Ferdinand Céline était très en retrait par rapport à ce qu'il considérait comme une illusion et une utopie. Et je crois qu'on peut lire un ou deux passages de ce qu'il lui écrit. Je demeure un imagier truculent, rien de plus. Je ne veux être rien de plus, écrit Céline à Élie Faure. Ce que je pense du peuple, j'aurai la pudeur de n'en jamais rien dire. Cela aussi fait partie de ma viande. Savoir me taire, ne pas baver, faire l'article pour vendre, exposer ce qui doit rester secret pour le vendre. Je vous parle brutalement, chère Élie, parce que vous êtes de l'autre bout, malgré vous. Vous ne parlez pas notre langue et vous aurez l'occasion de regretter les guerres. Élie, l'homme est maudit. Il inventera des supplices 1000 fois plus effarants encore pour les remplacer. Dès l'ovule, il n'est que le jouet de la mort. Bien affectueusement à vous. Oui, mais tout de même cette lettre qui risque de faire passer Céline pour un nihiliste, qui ne l'était pas, est complétée par une autre lettre dans laquelle il dit ceci.
La fuite vers l'abstrait et la lâcheté même de l'artiste, sa désertion, le congrès et sa mort, la louange son collier, d'où qu'elle vienne. Je ne veux pas être le premier parmi les hommes, je veux être le premier au boulot. Les hommes, je les emmerde tous. Ce qu'ils disent n'a aucun sens. Il faut se donner entièrement à la chose en soi, ni au peuple, ni au crédit lyonnais, à personne. Il terminait bien affectueusement. Il terminait bien affectueusement, n'est-ce pas? Alors, à propos de cette nécessité de s'individuer, d'arriver à ce que l'on est réellement, il y a dans la correspondance de Céline avec Evelyne Paulet quelques passages très intéressants aussi et qui sonnent comme le langage le plus classique du monde. Céline écrit à Paulet, Evelyne en 1938. Regardez bien un cimetière. Il contient tous les mots, toutes les passions, tout. À mesure qu'on avance vers le cimetière, il convient de s'alléger de tout ceci, d'y arriver le moins lourd possible de bêtises. C'est l'œuvre même, c'est l'œuvre même. Et donc, on voit tout de même un peu des visées qui sont très différentes de toutes celles qu'on a voulu prêter à Céline, dont finalement toutes les dimensions sont commandées par son esthétique. Son esthétique, c'est-à-dire être soi, raisonner avec ce que l'on est, et prêter sa viande à ce qui existe de façon à créer une musique. Et Céline n'aura pas de mots assez durs dans Bagatelle pour un massacre pour parler de l'abstraction. Littérature contemporaine, calamiteux croulant en catafalque, en phrases, acrostiches, falbalas, si secs, si rêches que les asticots eux-mêmes n'y viennent plus grouiller. Cadavres sans lendemain, sans vie, larvaire, magma sans couleur, sans horreur, plus désespérant, plus répugnant, 1000 fois plus décevant que la plus verte, franche, bourdonnante, dégoulinante charogne. Littérature, en somme, bien plus morte que la mort, infiniment. On voit un aspect baudelairien de Céline encore ici, n'est-ce pas, pour qui on pense à la charogne, au poème de Baudelaire. Et la charogne est encore de la vie, avec des vers qui grouillent, tandis que l'abstraction, la littérature contemporaine, est plus morte que la mort. Et en regard de ce texte qui fustige l'abstraction, Céline décrit son esthétique en montrant bien qu'il faut un centre et qu'il faut arriver à transmettre quelque chose de vivant par l'écriture. Je cite Bagatelle, page 216. « Je veux bien, de tous les genres, aucun ne me semble inférieur, à condition que la matière soit organique et organisée, que le sang circule partout, autour et dedans à partir du cœur, respire avec les poumons, tienne debout en somme, que le truc tourne avec un point de catalyse bien vivant, le plus vivant possible, insupportable. Au centre, bien caché, bien scellé au tréfonds de la viande, qu'on ne me trompe pas, que cela palpite, qu'on ne me vende pas tel pauvre cadavre en froufrou babillard. Tous ces tricheurs pourris, ces velléitaires, genre génie, ces inorganiques me font rendre. » Fin de citation. Et il faut bien prendre le mot organique dans son sens étymologique, qui est organisé. Organisé avec des harmoniques, et organique, c'est-à-dire
le contraire de la structure organique. Voilà. Moi, je trouve aussi que on est contraint dans cette émission d'1 heure et demie à un petit jeu un peu artificiel qui est de séparer des aspects. On voit bien que le cri de l'homme libre est un cri poétique et l'homme libre est un visionnaire prophétique. L'un des livres que j'aime le plus sur Louis-Ferdinand Céline est celui de Paul Del Perugia qui met bien l'accent sur l'aspect visionnaire. D'ailleurs, il est tout à fait frappé par la fascination de la Neva, parce que dans Saint-Pétersbourg, il y a la mer, mais il y a aussi la Neva, qui sont très importantes. Et je voudrais lire en pièces détachées un texte qui est une critique du matérialisme, où on voit comment l'homme libre du XXe siècle, le cri de l'homme libre, c'est donc pages 78 et 79, le cri de l'homme libre est un cri visionnaire, c'est-à-dire qu'il refuse de s'engager, mais il voit aussi, parce qu'il voit que les différents camps sont des camps matérialistes. Il dit: l'imagination matérialiste nous condamne à l'infini dans la destruction. La philosophie matérialiste, la poésie matérialiste nous mènent au suicide par la matière dans la matière. Tous ces acharnements prosaïques ne sont qu'autant de trucs de la matière pour nous dissoudre, nous rattraper. Les hommes épris de matière sont maudits. Lorsque l'homme divinise la matière, il se tue. Les masses déspiritualisées, dépoétisées, marteaux, faucilles et boyaux, sont maudites. Monstrueuses cafouilleries, virulentes anarchies cellulaires, vouées dès le chromosome à toutes les cancérisations précoces, leur destin ne peut être qu'une décomposition plus ou moins lente, plus ou moins grotesque, plus ou moins atroce. Spirituellement, nous sommes retombés à zéro, atterrants, ennuyeux à périr. Et ce texte est d'une immense force, et il est d'autant plus fort qu'on le sort du contexte des années 30 pour bien se rendre compte que c'est un regard d'ensemble sur le XXe siècle. Il le dit, nos gouvernants devraient peut-être lire ou relire, c'est plus chic de relire, mais parfois c'est pas mal de lire quand on n'a pas lu. Vous aurez beau regorger d'or, de cuivre, de blé, de laine, de pétrole, posséder toutes les mécaniques les plus mirobolantes du monde, toutes les richesses, tous les trésors imaginables, si la démagogie travaille vos masses, vous n'arriverez quand même à rien. Vous serez pourris au fur et à mesure, vous crèverez de matérialisme de surenchère, rien ne vous sauvera. Vous n'aurez le temps de rien faire, sauf des guerres et des révolutions. Vos masses ne vous laisseront aucun répit. Vous ne rencontrerez jamais devant vous des gueules ouvertes, des langues pendantes. Vous ne construirez, vous n'achèverez jamais rien. Vous n'aurez jamais le temps de rien édifier. Vous serez sapé par les ouvriers même de votre œuvre. Vous vous effondrerez dans votre propre chantier. Vous n'élèverez que des ruines. Vos masses envieuses, muflisées, rationalistes, prosaïsées, enragées de matérialisme, exigeront toujours infiniment de plus de matière que toutes vos mécaniques les plus productrices, les mieux tourbillonnantes, vous permettront jamais de leur distribuer, surtout égalitairement. Vous êtes frits, rien ne vous sauvera. Vous n'arriverez jamais à joindre les deux bouts. Vous aurez beau promettre, surpromettre et promettre encore, vous faire éclater de promesses, vous ne contenterez jamais personne. Vous serez toujours distancé par 100 000 autres nouveaux babards. La rage, le chantage, le délire matérialiste surpasseront toujours, et comment, de 100 000 coudées, vos pires mirages, vos pires engagements, les plus éhontés, les plus culottés, les plus faribolants. Même l'armature de votre boutique sera saccagée en fin de compte. Votre propre système à produire, les richesses, l'usine, la mine, les coopératives s'écrouleront, comme tout le reste, sous les assauts du peuple dans la boulimie délirante populaire. Et oui, et Céline est l'anti-quantitatif. Voilà. Et avait découvert d'ailleurs la qualité par Bergson, curieusement, enfin pas curieusement, car au fond Bergson a admirablement écrit sur la qualité, mais la première fois qu'il en parle, c'est dans une lettre à Simone Saint-Sus, il parle du qualitatif.
Et à propos de cette liberté de l'homme intérieur, car il ne s'agit pas d'autonomie, il ne s'agit pas d'indépendance, il s'agit de la liberté intérieure, la liberté de l'âme, je lis un passage de l'École des cadavres qui est absolument symptomatique. On ne devient pas communiste, il faut naître communiste ou renoncer à le devenir jamais. Le communisme est une qualité d'âme, un état d'âme qui ne peut s'acquérir. Rien ne peut modifier, atténuer, exalter le ton, la valeur, la joie d'une âme. Propagande, éducation, violence, intérêt, souffrance, et même le fameux amour n'atteignent pas l'âme. L'âme s'en fout. Le fond d'un homme est immuable. L'âme n'apprend rien, n'oublie rien. Elle n'est pas venue sur la terre pour se faire emmerder. L'âme est chaude. L'âme n'est chaude que de son mystère. Elle y tient. Elle le défend, elle y tient par-dessus tout, envers et contre tout. La mort qui refroidit tout ne saisit pas toujours l'âme, elle se débrouille. Et nous sommes un peu limités par le temps, mais il y a un immense passage sur cette indépendance de l'âme qui s'oppose tout à fait à n'importe quelle idéologie, n'importe laquelle, je dis, n'est-ce pas? Dès qu'il y a un système, Céline s'insurge. C'est pour ça qu'on le traite d'anarchiste. En fait, il n'est pas anarchiste, simplement, il revendique la liberté intérieure, la liberté de penser, la liberté de l'âme. Je pense que c'est très sensible dans tous ces textes. Cet homme libre qui crie devant qui crie la liberté de l'âme, la liberté tout court, devant les systèmes à broyer les peuples de son époque. Enfin bon, il est mort en 1961, mais ce qu'on peut dire, c'est que sa prise de position qui a le plus frappé se situe à partir des années 30. Ça l'amène à être quand même un grand visionnaire. On vient de lire une chose qui, sur un mode totalement différent, exprime ce que certains ont pu lire dans certains textes assez forts de René Guénon, par exemple, où curieusement il y a sur le règne de la quantité, il y a une chose qu'on n'ose pas écrire en son temps, jusqu'à l'apparition des courants des années 1960. Rien ne va dans ce sens en Occident. Chez Pascal, si. Chez Pascal, oui. Chez Pascal, 300 ans avant. Oui. Il y a une grande parenthèse entre. Il y a une grande parenthèse. Donc l'homme gestionnaire de cette parenthèse, il voit un certain nombre de traits de notre époque. On va commencer peut-être par une chose à laquelle vous êtes très attaché, qui est les effets pervers de la psychanalyse. Oui, non, mais tout de même, dans le fait qu'il est visionnaire et qu'il voit, j'aurais voulu introduire à cette dimension de Céline par un tout petit passage qui est tiré de Féerie pour notre foi, ou Féerie pour notre foi qui vaut le procès de Kafka, puisque c'est un dialogue entre Céline et ses geôliers, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le comprend pas toujours. Céline dit « Moi, je vois tout. Moi, je vois les gens, je vois les épandeurs, les pendeuses, je vois Ciboire et sa pharisienne, je vois François en souliers de satin, le futur Narthe et la Rangon, on a reconnu Sartre et Aragon au passage, je vois Tante Estrême et le petit Léo. Où qu'ils sont, devin, lui demande son geôlier. Dans les caves de l'Institut, il fabrique un faux dictionnaire. Voilà ce que répond Céline dans Féerie pour notre foi. Et Céline prévoit au fond le règne du faux, le règne des faussaires, le règne des faux dictionnaires, comme celui qui a été édité il n'y a pas si longtemps. Je sais que vous tenez absolument à parler Je tiens à le dire. De du faux dictionnaire paradigmatique de Bernstein et Milza. Sur le
Bon, je suis tout à fait d'accord, puisque je suis mis en cause dans ce dictionnaire où on parle de M. Maliarakis oui, qui a inventé... Milza avait déjà sévi en laissant entendre que j'étais quelque part républicain, et j'ai eu la faiblesse ou la mollesse de pas le... C'est Bardèche qui est républicain, c'est pas Maliarakis. Bon, enfin, si ça peut faire plaisir à M. Milza, qu'il croit, je le laisse croire que je suis républicain. Par exemple, j'ai appris qu'un mouvement... dont j'ai pas fait partie, j'en ai été le créateur, il s'agit de l'œuvre française. Oui. Bon, mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus significatif encore dans ce faux dictionnaire, puisque vous y tenez, vous tenez. Quoi. C'est un exemple. Bon, eh bien, les gens qui, par exemple, dans ce dictionnaire, qui fait autorité, les gens qui dans les caves de l'Institut, de l'Institut d'études politiques aussi, les gens qui au quartier latin, à un contre 100, osaient dire que les staliniens du Vietnam ou les staliniens de Chine étaient des staliniens, ces gens-là menaient un combat d'arrière-garde. Alors on pourrait prendre ça pour une coquille, mais je voudrais bien que c'est le seul point, et c'est pas du tout dans un procès en diffamation qu'on peut le faire redresser cette chose-là. J'aimerais que M. Milza reconnaisse que c'est une coquille et que c'était bien un combat d'avant-garde. Les gens qui combattaient le stalinisme. Mais je dois dire que c'est vous, Nicole Debray, qui avez tenu à évoquer ce dictionnaire ridicule. Oui, donc comme exemple de faux. Le dictionnaire. Simplement parce que Céline prévoit le règne du faux. Le règne du faux. Je crois beaucoup plus important quand la seule chose, c'est qu'il est en deçà de la réalité d'aujourd'hui, parce que c'est pas un faux dictionnaire, c'est d'innombrables faux dictionnaires. Ce n'est pas un mensonge triomphant qui passe, pour reprendre la formule de Jean Jaurès, c'est une innombrable foule de mensonges cacophoniques qui, évidemment, ne peuvent même pas rétablir une fausse vérité. Et je crois qu'il y a d'autres choses. Vous voulez pas qu'on parle des effets pervers de la psychanalyse? C'est très très important. À la mémoire de Pierre de Bray-Ritzen, que tous les auditeurs de Radio Courtoisie... Ne me poussez pas, car je n'étais pas d'accord avec lui. Bon. À propos de Claude Bernard, d'ailleurs. Alors, allons sur Céline. Céline prévoit les effets pervers de la psychanalyse dans la mesure où elle attend d'une déconstruction de l'individu un renouveau. Il y a une quantité de psychanalystes qui estiment que la régression est intrinsèquement thérapeutique. On détruit et tout va surgir de nouveau, neuf et magnifique. C'est pas l'essence même de la psychanalyse, cette régression? Non, ce n'est pas l'essence même. Freud est passé par plusieurs phases, une phase dans laquelle il attribuait à la cure une valeur cathartique, ça c'était sa première optique. Oui, c'est l'époque où il voulait soigner peut-être. Après on a voulu faire de la littérature avec la psychanalyse. Non, il s'est rendu compte ensuite que le fait de fantasmer permettait aux gens d'arriver à lier, à développer une intériorité en quelque sorte. Mais la régression n'est pas intrinsèquement thérapeutique et c'est très très bien décrit, cette perversion de la psychanalyse est bien décrite dans Le voyage au bout de la nuit. Vas-y. Eh ben, vas-y, c'est bien gentil, mais il faut retrouver le texte. Alors, bien. On va le retrouver, il est bon, mais je l'ai là. C'est le texte qui est... voilà, quel désordre extraordinaire. Baryton. Baryton, mais en accent. C'est un discours de Baryton, qui est le psychiatre de Vigny-sur-Seine, qui tient un grand discours à Ferdinand. Comme il est assez long, on va se relayer. Tenez, il m'arrive, Ferdinand, quand j'écoute certains de nos confrères, et ceux-ci, remarquez-le, parmi les plus estimés, les plus recherchés par la clientèle et les académies, de me demander où ils nous mènent. C'est infernal en vérité. Ces forcenés me déroutent, m'angoissent, me diabolisent et surtout me dégoûtent. Rien qu'à les entendre nous rapporter au cours d'un de ces congrès modernes les résultats de leurs recherches familières,
Je suis pris de blême panique, Ferdinand. Ma raison me trahit rien qu'à les écouter. Possédés, vicieux, captieux et retors, ces favoris de la psychiatrie récente, à coups d'analyse superconsciente, nous précipitent aux abîmes. Tout simplement aux abîmes. Un matin, si vous ne réagissez pas, Ferdinand, vous les jeunes, nous allons passer, comprenez-moi bien, passer, à force de nous étirer, de nous sublimer, de nous tracasser l'entendement, de l'autre côté de l'intelligence. Du côté infernal, celui-là, du côté dont on ne revient pas. D'ailleurs, on dirait déjà qu'ils y sont enfermés, ces super malins, dans la cave aux damnés, à force de se masturber la jugeote jour après nuit. Je dis bien jour et nuit parce que vous savez, Ferdinand, qu'ils n'arrêtent même plus la nuit de se forniquer à longueur de rêve, ces salauds-là. C'est tout dire, et je te creuse, et je te dilate la jugeote, et je te me la tyrannise, et ce n'est plus autour d'eux qu'une ragouillasse dégueulasse de débris organiques, une marmelade de symptômes, de délires en compote qui leur suintent et leur dégoulinent de partout. On en a plein les mains de ce qui reste de l'esprit, on est tout englué, grotesque, méprisant, puant. Tout va s'écrouler, Ferdinand, tout s'écroule, je vous le prédis, moi le vieux baryton, et pour dans pas longtemps encore. Et vous verrez cela, vous, Ferdinand, l'immense débandade, parce que vous êtes jeune encore, vous la verrez. Ah, je vous en promets des réjouissances, vous y passerez tous chez le voisin. Hop, d'un bon coup de délire en plus, un de trop et vroom, en avant chez le fou, enfin. Vous serez libérés, comme vous dites. Ça vous a trop tenté depuis trop longtemps. Pour une audace, ça en sera une audace. Mais quand vous y serez chez le fou, petits amis, je vous l'assure que vous y resterez. Vous y resterez. Optique que Céline n'a pas abandonnée, puisqu'il reprend dans les entretiens avec le professeur Y cette idée de la libération pernicieuse et destructrice. Continuons. Quelques exemples du nouveau génie. Il a refoulé sa grand-mère, il a découpé son grand-père. L'intervieweur Reseda lui dit « c'est pas très fort ». Céline continue. Il baisse plus sa femme, il va épouser son petit frère. Reseda. Alors, je vous dis pas ce qui se passe entre le grand-père et la grand-mère. Reseda. Pourquoi Céline. Nous serions dans l'extrême péril, dans la transsubstantiation des soi, bien trop au-delà du génie, dans le centre anti-il sublimé. Merveilleux. Le centre anti-il sublimé. Alors, le problème, c'est que quand Céline écrit cela, on a l'impression que c'est une prévision apocalyptique. Enfin, c'est d'ailleurs le véritable sens du mot apocalypse. Mais aujourd'hui, nous sommes en plein là-dedans. En plein centre. En plein là-dedans. Par exemple, il critique le faux, il critique l'objet d'art moderne. Ouais. Hein, il faut bien resituer l'époque où il le fait. Il le fait à une époque où l'art moderne se plaît à cocufier, n'est-ce pas, le vieil art moderne se plaît à cocufier, à épater. Lui, ça ne l'épate pas du tout. Ça ne l'épate pas du tout. Il va consacrer un certain nombre de passages étonnants à une critique de ce que nous vivons aujourd'hui comme quelque chose de courant. Hein. Par exemple, il dit au prochain acte, la puce savante. Messieurs, mesdames, le peuple vous renverra au Gog un de ces 3 matins, alors tous en prison et robot nom de Dieu, et en avant le surréalisme. Le truc d'art moderne est encore plus simple. Je vais vous l'indiquer pour rien. Vous photographiez un objet, n'importe quel objet, chaise, parapluie, télescope, autobus, et puis vous le découpez en puzzle. Vous éparpillez les miettes, ces lambeaux, tout à travers, et voilà. À travers une immense feuille de papier, verte, crème, orange, poésie. Vous avez compris.
quand le robot veut de la poésie, on le régale. Nous n'en sommes encore qu'au dernier stade de la décrépitude naturaliste, maniérée, cosmétiquée, napolitanisée, persuasive, flagornante, hurleuse. Quand on accuse Céline de nihilisme, de destruction, on pourrait tout de même lire ces textes par les pamphlets, puisque l'interdit est mis sur eux. Mais dans les entretiens avec le professeur Y, quand il nous parle il a refoulé sa grand-mère, il a découpé son grand-père, il va épouser son petit frère, on pense à certains films comme Théorème. On pense au plaisir pervers de déstructurer l'individu, oui, les nihilistes, de le désorganiser. Ce sont les vrais nihilistes. C'est exactement le même contresens qui est fait à propos de Nietzsche. Quand Nietzsche parle du nihilisme, c'est pas pour s'en faire l'apologiste. Jamais. C'est au contraire pour décrire le nihilisme vaincu par lui-même. Oui. Et là aussi, il y a un contresens forcené à propos de Nietzsche, qui est un grand constructeur, et à propos de Nietzsche et de Céline, qui sont l'un et l'autre deux grands constructeurs et non deux destructeurs. Et Céline va même jusqu'à prévoir ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire au fond, la création d'œuvres par la publicité, car nous assistons à un phénomène incroyable actuellement. Les éditeurs sont des producteurs, c'est une industrie, ils font écrire mais n'importe quoi. Mais surtout, Céline remarquait une chose. Un minimum d'originalité, mais énormément de réclame et de culot. C'est un passage de Bagatelle. L'être, l'étron, l'objet en cause de publicité sur lequel va se déverser la propagande massive doit être avant tout, au départ, aussi lisse, aussi insignifiant, aussi nul que possible. La peinture, le battage publicitaire se répandra sur lui d'autant mieux qu'il sera plus soigneusement dépourvu d'aspérité, de toute originalité, que toutes ses surfaces seront absolument planes, que rien en lui, au départ, ne peut susciter l'attention et surtout la controverse. La publicité, pour bien donner tout son effet magique, ne doit être gênée, retenue, divertie par rien. Elle doit pouvoir affirmer, sacrer, vociférer, mégaphoniser les pires sottises, n'importe quelle himalayesque, décervelante, tonitruante fantasmagorie, à propos d'automobiles, de stars, de brosses à dents, d'écrivains, de chanteuses légères, de ceintures hernières, sans que personne ne tique, ne s'élève au parterre la plus minuscule, naïve objection. Il faut que le parterre demeure en tout temps parfaitement hypnotisé de conneries. Alors, c'est absolument hallucinant car ce texte qui est écrit en 1937 décrit ce qui se passe actuellement. Ce à quoi nous sommes habitués, probablement parce que nous sommes hypnotisés nous-mêmes dans notre société. Oui. Simplement, à l'époque où c'est écrit, on voit le processus se mettre en place, enfin lui observe et prévoit ce qu'il adviendra avec la mise en place de ce processus. On ne trouve pas tellement de critiques de son temps qui voient cela avec la même acuité. On est beaucoup plus passionné par la guerre d'Espagne que par ce processus, par exemple, en 1937. Ce n'est pas que la guerre d'Espagne n'ait pas contribué à ce processus, mais on n'a pas encore perçu à quel point les masses vont être hypnotisées dans les décennies qui suivent et dont nous ne sommes pas encore sortis. Il y a quelqu'un qui l'a prévu, qui est un peu en parallèle avec Céline, c'est Orwell, George Orwell, et à propos en particulier de la langue, lorsqu'Orwell, dans 1984, parle de la novlangue et montre comment la langue va être réduite
à du quantitatif. J'avais d'ailleurs eu l'ambition de retraduire le dernier chapitre qui a été saboté par la traductrice, mais c'est extrêmement important. Et Céline, dans l'école des cadavres, précisément, arrive à cette histoire de langue qui va disparaître en même temps que les Français. L'issue de la prochaine, on s'en fout, puisque de toutes les façons... C'est la prochaine guerre. Hein. Oui, la prochaine dernière. L'issue de la prochaine, on s'en fout, puisque de toutes les façons, nous serons portés disparus, repassés en cours de route. Ça peut pas nous intéresser, ni la victoire ni la défaite, puisque de toutes les manières, nous ne verrons ni l'une ni l'autre, nous serons décédés bien avant, emboutis, broyés, émiettés dans les fracasseries enthousiastes, les croisaderies libératrices fantastiquement fulminantes. On retrouvera même pas nos cendres, tellement on sera parti violent. Nous disparaîtrons corps et âme de ce territoire bien avant la dernière bataille. La patrie, elle n'existera plus. Fumée, ça sera des souvenirs de boudin, des fictions épongées au sang. À la fin de la prochaine guerre, on aura vu tellement de choses, il s'en sera passé de si drôle qu'on se souviendra même plus de ceux qui l'auront commencé, ni pourquoi ils l'ont commencé. Ils n'existeront plus, les Français. Ce ne sera pas une très grande perte, des hurluberlus si futiles, si dégueulassement inflammables pour n'importe quelle connerie. Nous disparaîtrons corps et âme de ce territoire, comme les Gaulois, ces folles héros, nos grands Dubonards, aïeux en futilité, les pires cocus du christianisme. Ils nous ont pas laissé 20 mots de leur propre langue. De nous, si le mot merde subsiste, ça sera bien joli. Évidemment, ce texte est terrible. Ce texte est terrible parce qu'il est terriblement choquant. Mais il y a dans ce texte une prédiction qui n'est pas entièrement fausse. Je sortirai un tout petit peu du sujet passionnel français pour en évoquer un. À la fin de la prochaine guerre, il écrit ça en 1937, un moment où on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout comment ça va éclater. À la fin de la première guerre, de la prochaine guerre, on aura vu tellement de choses, il s'en sera passé de si drôles, qu'on se souviendra même plus de ceux qui l'auront commencé, ni pourquoi ils l'ont commencé. Alors je vais vous donner juste un point sur lequel la prévision de Céline est totale. Personnellement, je me suis énormément intéressé, et j'ai fait un petit livre sur les accords de Yalta. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Yalta? Qu'est-ce qu'il y a de terriblement choquant à Yalta? La décision de partage du monde, elle ne s'est pas prise à Yalta. Le système des Nations Unies, tout ça, etc., c'est tout un système de décision. La décision terrible qui s'est prise à Yalta, et pas avant, pas après, c'est-à-dire véritablement on est tombé d'accord à ce moment-là, c'est la décision de déplacer les frontières de la Pologne sans demander l'avis des Polonais. Songe-t-on que la guerre de 1939 a éclaté véritablement parce qu'il était impensable de toucher aux frontières polonaises. Or, qu'ont fait les vainqueurs qui étaient partis en guerre pour défendre les frontières polonaises? Eh bien, ils ont véritablement fait un déplacement de frontières qui a pas d'équivalent dans l'histoire diplomatique, en tout cas. Et qui d'autre que Céline a dit « Il s'en sera passé de si drôle qu'on ne se souviendra même plus de ceux qui l'ont commencé, ni pourquoi ils l'ont commencé. » Et voilà. Voilà. Alors, qu'il ait dit des choses extrêmement choquantes, peut-être très dures à entendre. Par exemple, il met à propos des Français, n'est-ce pas, ce jugement très, très pessimiste, il met en exergue cette citation de Jules César, ils promettent, ils rient, tout est dit. Oui, la légèreté française. La futilité française. C'est très désagréable à entendre, bien sûr, particulièrement pour les Français ou pour ceux qui aiment la France, mais parfois certaines vérités sont utiles à entendre, même si elles choquent. Oui, on a souvent reproché, d'une façon injuste, à Céline son côté de biologiste. Or, il s'agit de la biologie telle que la concevait Claude Bernard, c'est-à-dire une biologie qui n'est pas structuraliste. Il s'agit du vivant.
Et Céline sait parfaitement que pour que le vivant puisse se développer, exister, il faut qu'il arrive à s'organiser. Et cette organisation, il estimait que les régimes totalitaires l'interdisaient. Et on trouve dans le texte qui est d'ailleurs édité maintenant dans les cahiers, et l'hommage à Émile Zola, on trouve une prescience de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le fait que les gens ne s'étant pas structurés, ils n'ont plus qu'une solution pour se manifester, qui est de détruire. Alors on casse les cabines de téléphone, c'est les casseurs, c'est une affirmation de soi minimum, n'est-ce pas? Alors je lis un petit texte tiré justement de cet hommage à Zola. La position de l'homme au milieu de son fatras de lois, de coutumes, de désirs, d'instincts noués, refoulés, est devenue si périlleuse, si artificielle, si arbitraire, si tragique et si grotesque en même temps, que jamais la littérature ne fut si facile à concevoir qu'à présent, mais aussi plus difficile à supporter. Nous sommes environnés de pays entiers d'abrutis anaphylactiques. Le moindre choc les précipite dans des convulsions meurtrières à n'en plus finir. Je retiens le terme d'abruti anaphylactique, car un être qui s'est structuré, qui s'est individué, a en même temps développé des défenses. Il est capable de se défendre contre des manipulations, des manipulateurs. Or, tout totalitarisme interdit, qu'il soit mou ou dur, interdit à l'être humain de s'individuer, de se structurer et donc de fabriquer. C'est anaphylactique. Il y a une prescience de ce manque de défense qui va donner cette horrible maladie du siècle, le sida. Qu'est-ce que c'est que le sida? C'est la disparition des défenses. C'est ça, exactement. Je continue la lecture de ce texte. Nous voici parvenus au but de 20 siècles de haute civilisation, et cependant, aucun régime ne résisterait à 2 mois de vérité. Je veux dire la société marxiste aussi bien que nos sociétés bourgeoises et fascistes. L'homme ne peut persister en effet dans aucune de ces formes sociales entièrement brutales, toutes masochistes, sans la violence d'un mensonge permanent et de plus en plus massif, répété, frénétique, totalitaire comme on l'intitule. Privées de cette contrainte, elles s'écrouleraient dans la pire anarchie, nos sociétés. Hitler n'est pas le dernier mot, nous verrons plus épileptique encore, ici peut-être. Voilà donc bien une façon de prévoir les casseurs. Les casseurs intransitifs, ceux qui cassent pour casser. Oui, oui. Qui ne sont même pas des iconoclastes briseurs d'icônes précises, oui, mais des casseurs absolus, dans l'absolu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Céline ne fait pas de distinction entre le totalitarisme mou et le totalitarisme dur, en quelque sorte. Enfin, la seule distinction, c'est que aujourd'hui, nous vivons, n'est-ce pas, dans le totalitarisme mou, dans le totalitarisme de l'anaphylaxie, de l'absence de défense. Le commerce, c'est le totalitarisme de l'argent et uniquement de l'intérêt économique. C'est ce totalitarisme qui donne d'ailleurs les gens qui ont vendu du sang contaminé tout en le sachant. C'est le totalitarisme, le règne du bénéfice, le règne de l'économie, je veux dire, l'économique. Un économiste digne de ce nom ne pourrait pas adhérer à cette façon de raisonner. Non, bien sûr. Oui, moi, je suis contaminé par Céline, n'est-ce pas? Depuis l'âge de 15 ans, je le lis, donc... Mais je voudrais encore citer un petit passage de cet hommage à Zola.
Quand nous serons devenus moraux, tout à fait au sens où nos civilisations l'entendent et le désirent et bientôt l'exigeront, je crois que nous finirons par éclater tout à fait aussi de méchanceté. On ne nous aura laissé pour nous distraire que l'instinct de destruction. C'est lui qu'on cultive dès l'école et qu'on entretient tout au long de ce qu'on intitule encore la vie. 9 lignes de crime, 1 d'ennui. Nous périrons tous en cœur, avec plaisir en somme, dans un monde que nous aurons mis 50 siècles à barbelé de contraintes et d'angoisses. Je cite ce texte parce que les cahiers Céline, édités chez Gallimard, ont fait une erreur et ont mis normaux à la place de moraux. Mais quand nous serons devenus moraux. Moraux. Or, la notion de normalité tout, oui, est parfaitement étrangère à Céline, mais d'autre part, elle nous ouvre un aperçu que Paul del Perugia, dans son livre magnifique, a parfaitement développé, c'est de montrer le côté mortifère de la société moralisatrice, moralisante du XIXe siècle, et la notion, et ce que j'ai développé moi dans mon livre, mais à la suite de Perugia, le côté mortifère de ce qu'on appelle la faute par rapport au péché, car le péché peut être, bon, tandis que dans la faute, il n'y a rien à faire. Et c'est tout le drame du petit Ferdinand dans Mort à crédit, c'est de se coltiner avec la culpabilité et de ne rien trouver qui le soulage. Et on n'a pas vu le sens profond de ce roman, parce qu'il y a des chansons, il y a toutes sortes de choses dans ce... Peut-être plus important que Le voyage au bout de la nuit. Oh non, c'est deux mondes, moi je les adore autant, c'est deux mondes très différents, c'est-à-dire il y a plusieurs romans dans Mort à crédit, le lecteur a une indigestion parce que c'est un livre trop riche, il y a l'Angleterre, il y a la société nouvelle fondée par l'utopiste. Nicole, soyez gentille pour les éditeurs de Radio Courtoisie, ne leur racontez pas le film. Quel film? Dites-leur de lire Céline, bien sûr. Peut-être même d'essayer de le lire à haute voix, car c'est un écrivain qui chante. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous, là, et je ne suis pas d'accord avec les acteurs. C'est un grand lyrique. C'est un lyrique, mais il faut que le lecteur ait l'impression qu'on lui parle à l'oreille, dit Céline. C'est-à-dire que c'est vraiment le songe interne. C'est vraiment... Et j'estime que lire Céline, sauf si c'est une pièce de théâtre, revient à faire une illustration sonore de son texte. Une illustration sonore aussi limitative que peut l'être une illustration visuelle, genre Tardy. C'est un peu exagéré ce que j'avance, mais je le pense profondément, parce que on va voir ces acteurs en train de vociférer. Ce n'est pas possible, ça tombe comme une petite pluie. Oui. Céline est un celte et ça tombe comme une petite pluie, ça ne doit pas être une phrase sonore et méditerranéenne comme je les aime ou comme je les vis personnellement. C'est une musique qui n'appartient qu'à lui, mais qu'on peut tous essayer de partager. Tout de même, encore, on peut ajouter quelque chose dans le troisième panier, celui de voilà, Céline. Il est presque plein parce qu'on est à la fin de notre Céline crédit horaire. Je voulais dire qu'en 32, n'est-ce pas, ce médecin à qui on dénie même dans certaines études la qualité médicale, a l'intelligence de considérer la maladie comme une totalité, c'est-à-dire de ne pas vouloir séparer la maladie du malade. Et dans un mémoire qu'il écrit pour le cours des hautes études, qui ne sera jamais d'ailleurs pris pour ce cours, il montre que, je cite, la grande majorité des malades aiment leur maladie et la choix. C'est tout de même quelque chose d'avant-garde.
Cette avant-garde, bien sûr, n'est absolument pas une avant-garde au sens où l'avant-garde littéraire de son temps est considérée comme une avant-garde politique médiatisée par André Breton. L'espérance, c'est dans les beaux-arts pour Céline. Voilà, je crois que on peut conclure. Bonsoir.